Voilà, écoutez, bonjour et bienvenue à notre colloque Israël et mondialement FLE à l'occasion de la Journée internationale du prof de français, événement initié par l'Association des professeurs de français d'Israël en partenariat avec l'Inspection générale du français en Israël et l'Institut français. Je suis Evelyne Papir-Blatt, je suis l'assistante de Serge Borg et je vais présenter maintenant Madame Dorota Billet, qui est directrice et propriétaire du Centre de la langue française Voilà en Pologne. Je vais vous dire quelques mots sur Madame Billet. Elle est donc professeure, formatrice, directrice et propriétaire du Centre de la langue française Voilà. C'est un centre qu'elle a ouvert en 2006. C'est un lieu où on peut apprendre la langue française et découvrir la culture francophone. Madame Billet dirige le processus d'enseignement dans le centre afin que l'apprentissage se fasse d'une manière efficace et performante, sans oublier le côté plaisir. Voilà, je vais vous passer la parole. Alors, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais parler du référentiel des cours en ligne. C'est un outil que j'ai créé avec le confinement, avec les temps difficiles que nous avons. Premièrement, je voudrais partager avec vous quelques diapos. J'espère que vous voyez. J'ai été gentiment présentée, alors je vous remercie. Et je voudrais partager avec vous mon expérience de ces moments difficiles. Alors, premièrement, je voudrais présenter un tout petit peu mon contexte d'enseignement parce que peut-être vous avez le contexte d'enseignement un peu différent. Et avec ça, je voudrais vous parler du référentiel. Alors, premièrement, je suis là, en Pologne, à Varsovie, vous voyez bien, c'est mon école et c'est mon équipe. Là en bas, ce sont mes professeurs qui travaillent pour l'école Voilà. L'école existe depuis 16 ans et actuellement, il y a 12 enseignants qui travaillent. Et nous proposons des cours essentiellement aux adultes et aux grands adolescents et adultes. Et nous travaillons dans l'optique de l'offre et dans l'optique de la demande. C'est-à-dire que nous proposons aussi des cours en entreprise, des cours dans des institutions publiques, dans des ambassades aussi. Et actuellement, nous travaillons en présentiel et en ligne. C'est-à-dire il n'y a pas de confinement en Pologne. Alors, il y a quelques services qui sont fermés, mais nous pouvons donner des cours en présentiel. Mais nous avons deux offres, une double offre, des cours en présentiel et des cours en ligne. Mais au printemps, en Pologne, nous avons vécu le confinement total. Nous avons commencé à donner des cours en ligne. D'un jour à l'autre, nous avons dû transférer nos cours en présentiel aux cours en ligne. Et j'avoue que nous avons rencontré quand même quelques difficultés, pas mal de problèmes techniques, pas mal de problèmes didactiques. Et il fallait réfléchir comment répondre à ces problèmes. Vu que je gère l'école privée, j'ai toujours cette optique financière qui est devant moi parce que je ne peux pas me permettre à perdre des clients. Je risque mes finances, je risque le travail de mon équipe. Et à Varsovie, il y a une grande concurrence. Il y a pas mal d'écoles de français. Alors, j'avais deux possibilités. Soit je pouvais réussir et montrer à mes clients qui étaient aussi forcés à cette manière d'enseignement,
et je pouvais leur montrer que je sais le faire, mon école et mon équipe sait le faire, ou je pouvais échouer et perdre des clients et peut-être même fermer l'école du jour au lendemain. Alors, comme j'ai fait mes études au CELA de Besançon, les études d'ingénierie de la didactique, je suis très méthodique et j'aime bien planifier des choses. J'aime bien utiliser des outils de qualité. Alors, j'ai mis en marche la roue de Deming. J'espère que vous connaissez cet outil. Il y a 4 actions ici. Premièrement, il faut planifier quelque chose. Deuxièmement, on agit. Alors, on met en place un projet. Après, on vérifie comment ça s'est passé. Après, on réagit pour planifier à nouveau avec des modifications. Alors, au printemps, j'ai fait beaucoup d'observations, beaucoup d'analyses. J'ai parlé beaucoup avec mon équipe, avec les étudiants, avec des professeurs. Et j'ai essayé de réagir à toutes les difficultés qui se manifestaient. Et je voulais premièrement identifier des problèmes et après, je voulais y remédier. Comme vous voyez, la roue de Deming, elle tourne constamment. Alors, ce n'est pas le processus terminé. À chaque moment, il faut peut-être ajouter des modifications, planifier à nouveau et modifier. Alors, des problèmes que j'ai identifiés au printemps. Il y avait premièrement un chaos administratif. Je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi, vous, mais il y avait des problèmes où les étudiants peuvent trouver le lien vers les cours, comment devait se passer la communication entre le prof et les apprenants. Les enseignants échangeaient beaucoup d'emails. C'était très frustrant et très fatigant parce qu'à part leur travail didactique, ils devaient fournir quand même un travail administratif et ils n'étaient pas du tout préparés à ça. On s'est demandé comment vérifier des devoirs, comment donner les devoirs. Est-ce qu'il faut envoyer des documents par mail, par un système, comment les faire et comment faire des évaluations. Après, les professeurs quand même ont rencontré quelques difficultés techniques. Ils ont partagé l'écran, mais ils n'ont pas partagé le son. Ils voulaient montrer des documents A4 sur l'écran de l'ordinateur. On ne voyait pas tout, ce n'était pas clair. Après, il y avait aussi des problèmes didactiques. Alors, le professeur qui, normalement, en présentiel, savait donner des cours interactifs, là, il donnait des cours magistraux sans interaction. Le temps des paroles des apprenants a diminué énormément. C'était le professeur qui parlait. Et en fait, moi, j'avais l'impression que le professeur s'adressait à un ordinateur et pas aux gens derrière l'écran. Les rythmes des cours étaient trop longs, il y avait une fatigue, perte de motivation de la part des enseignants, de la part des apprenants. Et je devais remédier à tout ça. Alors, après les analyses, les observations, les discussions et les questionnaires, j'ai fait aussi des questionnaires auprès des étudiants. J'ai créé un outil que j'ai appelé un référentiel. Dans mon école, il y a pas mal de référentiels. Il y a déjà le référentiel d'une bonne leçon, alors un outil où j'indique point par point comment il faut donner des cours. Il n'y a pas de révolution là-bas, mais j'aime bien j'aime bien que les choses soient claires. Et là, j'ai créé un référentiel des cours en ligne pour donner des indications comment donner des cours en ligne. Le référentiel, quand le nom l'indique, c'est un système ou liste d'éléments formant un système de référence. Alors, dans le référentiel, il faut créer des indicateurs point par point, éventuellement des sous-indicateurs. Dans chaque indicateur, il faut qu'il y ait une formulation affirmative.
Alors, pas des négations parce que ça va compliquer la chose. Et tout doit être concis et clair. Alors, je ne voulais pas écrire un bouquin comme on donnait des cours en ligne, mais je cherchais un document de 2-3 pages maximum pour indiquer comment faire et quelles sont mes exigences envers des enseignants. Voilà, un exemple d'un indicateur. La formulation affirmative. Pour chaque cours, l'enseignant prépare une présentation sur Google Slides qu'il affiche pendant les cours. Après, il y a des sous-indicateurs. Les objectifs sont affichés sur la première diapositive. Dans la présentation, il y a des liens vers des activités extérieures, WordWall, Classroom Stream, etc. C'est un exemple. Alors, je ne voulais pas maintenant vous montrer mon référentiel à moi parce que j'aimerais tout simplement vous encourager à créer le vôtre. En fonction de votre contexte d'enseignement, du public avec qui vous travaillez, etc. Les objectifs de mon référentiel, c'était premièrement uniformiser les pratiques. Chaque professeur travaillait à sa manière. Il y avait ceux qui partageaient l'écran, il y a ceux qui partageaient le manuel, il y avait ceux qui faisaient des activités plus interactives ou d'autres qui faisaient des activités moins interactives. Mais mon objectif, c'était de construire une carte des visites de l'école. Alors, je communique aussi notre manière de travailler aux apprenants. Quand ils s'inscrivent, et maintenant, il y a quand même des étudiants qui ont choisi des cours en ligne dès le début. Alors, je dis, nous travaillons de telle ou telle manière et ce sont les points qui se trouvent dans notre référentiel. Alors, ça va aussi dans le double sens parce que je peux présenter notre méthode de travail comme une carte des visites de l'école. Je voulais aussi profiter des expériences les plus réussies parce que je ne peux pas dire que tous les cours au printemps, c'était une catastrophe totale. Mais il y avait des expériences réussies, l'équipe s'est formée, moi, je me suis formée aussi alors, je voulais prendre ces expériences les plus réussies, voir ce qui plaisait aux étudiants, ce qui marchait bien et les introduire dans notre référentiel. Ce qui était important aussi, c'était un point de repère pour les enseignants. Comme vous savez, dans chaque équipe, il y a des enseignants qui sont plus expérimentés, moins expérimentés, et chacun a besoin d'un point de repère. Quand maintenant je fais des observations des cours, je peux me référer au référentiel et je peux leur dire, écoutez, ça c'est correct parce que vous avez fait ce qui est indiqué dans le point tel ou tel, ou là, vous n'avez pas réalisé ce qui est indiqué dans le point tel ou autre. Alors, on peut se référer à quelque chose. C'est aussi important ce document parce que c'est une base de formation pour les nouveaux collègues. Vous savez bien que dans le métier de FLE, dans le métier de professeur de FLE, il y a quand même beaucoup de déplacements. Les gens se déplacent d'un pays à l'autre. Alors, cette année, j'ai accueilli 4 nouveaux professeurs, 4 nouveaux collègues. Alors, c'était aussi un outil que je présentais à ces 4 nouveaux professeurs. Et je leur ai dit, dans mon école, nous travaillons de telle manière. Alors, c'est noir sur blanc, c'est écrit, il n'y a pas de doute, on peut en discuter. Et s'il y a des professeurs qui ont des difficultés, qui ne se débrouillent pas avec certains points, je peux préparer des formations pour les aider. L'objectif principal, c'est de vraiment travailler aussi, faire travailler les professeurs avec les étudiants. Alors, pour que le professeur ne parle pas à un écran, à un ordinateur, mais pour qu'il parle aux participants qui sont derrière cet écran. Et alors, les points que j'ai mis dans mon... Ici, il n'y a pas d'indicateur. Je voulais tout simplement vous signaler des points qu'il faut prendre en compte en créant votre référentiel. Alors, premièrement, il faut réfléchir comment organiser d'une manière très générale des cours en ligne. Alors, comment on fait des placements des apprenants? Avant l'époque de confinement, avant la pandémie, dans mon école, les gens devaient venir à l'école pour s'inscrire, pour écrire les tests et pour faire un entretien à l'oral avec moi ou avec un professeur indiqué.
Mais maintenant, comme tout était en ligne, alors j'ai dû trouver un outil pour placer des apprenants. Vous voyez ici une petite icône Long Lion, c'est notre système administratif qui nous permet de créer des tests en ligne. Alors, maintenant, nous avons des tests en ligne. Les personnes qui font les tests en ligne, ils donnent ces coordonnées, ils introduisent leurs coordonnées. Et après, moi, je vois dans mon système, du point de vue administratif, je vois qui s'est enregistré et quel résultat il a obtenu dans les tests déplacement. Après, j'ai fait des tests déplacement par téléphone ou par Zoom. Alors, il y a cette possibilité. Alors, comment les apprenants s'inscrivent? Ça, ce sont des choses administratives, mais ces éléments sont extrêmement importants aussi. Parce que quand j'avais quelques personnes qui travaillaient à distance, parce qu'il y avait quand même des cours particuliers, je pouvais envoyer le contrat par mail. Mais maintenant, avec quelques centaines de personnes, ce n'est plus possible. Alors, dans notre système aussi, c'est un système de gestion de l'école, je peux créer un compte d'étudiant où j'ai créé le contrat et l'étudiant, il se connecte et il accepte le contrat. Il n'y a pas d'échange d'emails. C'est plus facile. Et moi aussi, je vois dans le système quand chaque personne a signé le contrat. Après, je dois définir comment l'enseignant communique avec les apprenants en dehors du cours. Il y a parfois des questions, les apprenants veulent envoyer le devoir. Alors, nous avons aussi une sorte de messagerie dans le système Long Lion. Après, il faut réfléchir quelle plateforme vous voulez utiliser. Est-ce que ce sera une plateforme payante ou gratuite? Nous utilisons le Zoom avec la version Pro. Alors, je paye pour chaque professeur. J'ai un compte d'administrateur et j'ai créé des sous-comptes pour mes enseignants. Nous avons testé beaucoup de plateformes et cette plateforme est de mon point de vue la plus fiable. Il n'y a pas de problème technique ou il y en a très très peu. Tout marche bien. Il y a pas mal de possibilités aussi techniques qui permettent de faire les cours assez interactifs. Et ce qui est important, c'est le lien vers les cours. Alors, où on a le lien vers les cours et comment on procède. Si vous utilisez Zoom, vous savez bien qu'il y a une sorte de la salle personnelle. Alors, chaque compte a sa salle personnelle qu'on peut activer à n'importe quel moment. Alors, nous utilisons cette option-là. Alors, nous, dans le système Long Lion, nous donnons à nos étudiants le lien vers la salle personnelle. Ils cliquent et ils se connectent vers le Zoom. Mais c'est parce que nous travaillons avec les adultes. Alors, je sais que nos participants ne vont pas se connecter à n'importe quel moment à la salle personnelle de son prof, mais je sais qu'avec les enfants, il y a parfois ces genres de problèmes qu'ils se connectent à un autre moment pour déranger, pour entrer en classe des autres. Je n'ai pas ce problème-là, mais il faut aussi réfléchir si c'est la meilleure solution dans votre contexte. Alors ça, ce sont des choses plutôt administratives, mais de mon point de vue aussi très, très importantes. Après, quelles sont les options techniques de la plateforme qui sont importantes et qui permettent de donner des cours interactifs? Parce que les options techniques, ce n'est pas pour montrer, pour prouver aux apprenants que j'ai des compétences en informatique, en numérique, mais c'est pour faire des cours interactifs. Alors, premièrement, nous utilisons cette salle personnelle. Deuxièmement, avec notre expérience aussi du printemps, il est extrêmement important d'activer la salle d'attente. C'est une petite option, mais c'est très important parce que si vous avez un cours après l'autre, il y a toujours des participants du cours suivant qui veulent se connecter bien en avance et qui perturbent les cours précédents. Alors, on active la salle d'attente et c'est le professeur qui fait entrer chaque personne. Deuxièmement, le Zoom permet de faire pas mal de manipulations.
Premièrement, nous pouvons partager l'écran, ce que je suis en train de faire actuellement avec vous. Et ce que je partage et ce que mes professeurs partagent principalement, c'est le partage d'écran sur Chrome ou sur une autre option, mais c'est le Chrome parce que ici, vous voyez bien, j'ai fait comme je fais d'habitude pendant des cours, j'ai tous les onglets et je peux vous montrer tout ce que je veux. Là, c'est un manuel. Là, c'est une présentation. Là, c'est un outil, une application extérieure et une plateforme. Alors, le partage d'écran, sans se référer à un Word, un Excel ou quelque chose, j'ai tout ici et c'est facile. Il est important de mentionner aussi qu'il faut partager le son. C'est quand vous voulez faire écouter un enregistrement ou une vidéo, vous pouvez le faire uniquement quand vous avez partagé le son. Le Zoom nous permet de faire le breakout rooms. Je sais que maintenant Microsoft Teams, il veut activer cette option aussi. Mais avec Zoom, ça marche déjà depuis un bon moment. Et ça permet de réaliser des cours, des binômes ou des sous-groupes. Et ça rend les cours vraiment efficaces. Les gens parlent entre eux. Le professeur, il peut se déplacer d'une salle à l'autre. Il peut écouter des apprenants, il peut les aider. Et il peut aller dans une autre salle. J'ai utilisé exprès les mots en anglais parce que c'est plus facile avec le Zoom qui est quand même une plateforme anglophone. Ensuite, vous avez des annotations de l'enseignant. Alors, le professeur, il peut ajouter des annotations à chaque moment, n'importe où, sur n'importe quel site, sur n'importe quelle option affichée, il peut ajouter des annotations. Et les apprenants, ils peuvent aussi faire des annotations. Et ça rend aussi les cours interactifs quand je demande à mes étudiants d'ajouter, d'annoter, de souligner, d'entourer quelque chose qui s'affiche sur l'écran. Alors, j'aime bien. Maintenant, je voudrais vous partager avec vous une expression qui est un peu brutale, mais qui est quand même importante. J'aime bien tenir mes apprenants en laisse. C'est un peu brutal, mais je ne veux pas qu'ils regardent leur téléphone à côté, qu'ils cliquent sur un autre ordinateur quelque chose. Quand je partage l'écran, quand je leur demande d'annoter quelque chose, d'écrire quelque chose sur cet écran, de cliquer sur quelque chose, ils sont là. Et je peux donner mon cours, ils doivent réagir et comme ça, ils participent et ils apprennent. Alors, je les tiens un peu en laisse. Après la présentation sur Google Slides, pourquoi faire et vous pouvez réfléchir, vous pouvez me dire que c'est pour donner un cours magistral, mais pas du tout. La présentation sur Google Slides, c'est un point de repère pour les apprenants. Surtout au petit niveau, ça marche très bien parce qu'on y met tout. Premièrement, on y met des objectifs. Alors, comme pendant les cours normaux, il y a des professeurs qui les notent au tableau, qui disent au début de la leçon. Mais là, nous annonçons les objectifs sur la première diapositive. Nous pouvons utiliser la présentation sur Google Slides comme un tableau blanc. Alors, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'utiliser un outil concret, un tableau blanc, mais je peux dessiner ici. Je peux vous montrer quelque chose. Alors, c'est mon tableau blanc. Je peux écrire le mot important, le mot du cours que vous avez appris. Et je garde ça à côté. Peut-être, vous pouvez dire, la présentation n'est pas tellement jolie. Mais ça ne dérange pas. Je peux aussi utiliser, là j'ai utilisé l'option des annotations du Zoom,
mais je peux faire la même chose avec les textes ici. Et voilà, j'écris quelque chose et je les garde sur les diapos. Et les étudiants peuvent en profiter après les cours. Dans la présentation sur Google Slides, on met aussi des liens vers des applications extérieures. Alors, quand j'utilise un WordWall, Classroom Screen, Kahoot, n'importe quelles applications, on met les liens et les apprenants, ils savent que maintenant, on va faire une activité extérieure. Ils ont le lien et comme ils ont l'accès à la présentation après le cours, ils peuvent refaire la même activité encore une fois pour travailler, pour fixer certains points qui n'étaient pas clairs. Sur la présentation Google Slides, on peut faire les exercices directs sur Google Slides, des phrases à compléter. Pourquoi leur proposer une page séparée quand je peux présenter un exercice sur les diapos? Des images, des phrases, de textes, on peut tout copier sur Google Slides. On peut aussi montrer les captures d'écran de la méthode. Et ça, on fait aussi pour dire que maintenant, nous allons travailler avec la méthode ou avec le cahier d'activité et on fait la capture d'écran de la méthode. Après, nous partageons la présentation. Premièrement, le professeur doit partager la présentation sur le chat. Alors, il met le lien vers la présentation, il clique le lien. Ici, vous avez cette option partager. On copie le lien, on donne le lien sur le chat aux apprenants, mais aussi dans notre système Langlion, ici, cette icône-là, comme nous avons une sorte de description des cours, dans cette description des cours, on met le lien vers la présentation. Et les apprenants qui n'ont pas participé à une leçon, qui étaient absents, peuvent voir le cours, la présentation, pour refaire certains points. Après, ce qui est important, c'est aussi le manuel numérique. Quand nous travaillons en ligne, c'est très bien d'avoir une méthode qui est en version numérique. Maintenant, plusieurs maisons d'édition proposent des manuels en version numérique. Nous travaillons avec la Maison des langues qui nous a vraiment sauvé la vie. Ce n'est pas pour faire la publicité à qui que ce soit, mais c'est parce que nous avons la méthode que nous pouvons montrer, comme maintenant vous voyez. Je peux montrer certains passages, je peux montrer des exercices, je peux faire écouter… Unité. Voilà, je peux faire écouter des enregistrements, je peux montrer des vidéos et tout est là. Quand vous avez un manuel papier, bien sûr, nous pouvons travailler avec, mais comme ça, vous voyez les cheveux de vos apprenants qui regardent les textes et vous ne pouvez pas agrandir. Et avec la méthode, en version numérique, vous pouvez aussi faire des annotations, vous pouvez cacher quelque chose, vous pouvez facilement faire écouter un document. Ou avec cette méthode que nous avons ici, vous pouvez aussi faire chaque activité en version interactive. Voilà, ça se charge. Alors, vous pouvez faire ça ici, cliquer sur valider et voir si ça marche. Alors, annotation, surlignement, c'est ce que je viens de dire. Les exercices interactifs, oui, avec la méthode numérique, au moins avec la Maison des langues, c'est possible. Et aussi, nous pouvons utiliser le manuel comme un tableau blanc. Alors, s'il faut ajouter quelque chose, un élément, vous avez des options pour, par exemple, lister les vocabulaires difficiles, lister les mots du texte. Oui. Les applications extérieures, ça c'est le dernier point du référentiel, dernier grand chapitre. Alors, premièrement, quelles applications? Je suis d'avis qu'on ne peut pas utiliser énormément d'applications parce que
encore une fois, je ne veux pas prouver à mes apprenants que j'ai des compétences en numérique, mais tout simplement, je voudrais rendre les cours interactifs. Alors, on ne peut pas exagérer. Après, deuxièmement, payantes ou gratuites. Si ce sont des applications payantes qui payent, moi, je paye certaines applications. J'ai acheté un abonnement. Il y a des professeurs qui ne le voulaient pas, qui voulaient pour certaines applications, pour d'autres pas forcément. Il faut décider. La fréquence d'utilisation. Normalement, nous utilisons 2-3 exercices interactifs pendant une leçon, pas plus, parce que sinon ça rend les cours trop chaotiques. Après, quel est le système de partage des applications, des exercices créés dans les applications extérieures entre les enseignants? Nous avons notre disk drive où nous partageons tous les exercices créés à l'extérieur. C'est pour profiter des expériences des professeurs un peu plus expérimentés, pour diminuer le travail de préparation. Alors, le professeur, ils introduisent des liens vers des exercices, ils les classent dans un grand Excel. Et chaque professeur peut y cliquer. Si quelqu'un a déjà créé une activité sur les passés composés, je ne vais pas refaire la même activité, mais je peux profiter de l'activité créée par un ou une collègue. Et après le moment d'utilisation, vous pouvez profiter des applications pendant les cours, quand vous mettez les apprenants en compétition, qui va le faire en premier, qui va avoir le maximum des réponses, ou comme devoir, c'est aussi possible. Et maintenant, avec le référentiel, après le printemps, je peux vous dire que nous avons une double offre et ça marche super bien. Merci le confinement. Nous avons des cours, nous proposons aussi bien des cours en présentiel, l'école est pleine, et des cours en ligne. Nous avons des étudiants qui sont d'autres villes de Pologne, de Cracovie, de Poznań, de petits villages où il n'y a pas d'école de français, mais nous avons aussi des apprenants qui sont à l'étranger. Ce sont surtout des Polonais qui connaissent notre école, mais qui maintenant peuvent profiter des cours, qui peuvent avoir des cours avec nous, qui sont en Angleterre, en Allemagne. Nous avons une personne en Suisse. Les cours en Pologne sont moins chers, alors elle a pris des cours en Suisse sont plus chers, alors des cours en Pologne sont moins chers, alors elle a pris des cours en Pologne. Je fais tourner la roue des Deming, c'est-à-dire ce n'est pas encore terminé. Je réalise maintenant beaucoup d'observations. Je parle à nouveau avec des enseignants, je parle à nouveau avec des étudiants, je vois quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs difficultés, et j'ai réagi. Je pourrais peut-être modifier mon référentiel s'il faut. C'est parce que le processus n'est jamais terminé. Si vous voulez savoir quelque chose, si vous voulez en savoir un peu plus, en printemps, j'ai réalisé quelques webinaires qui sont gratuits, qui sont disponibles en ligne. Alors, vous pouvez les voir sur le site voilà.edu.pl/FLE. Si vous êtes intéressé, il y a pas mal d'activités que je propose. Et voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me contacter, vous avez mon adresse, mail. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, voilà, bonjour encore une fois. Écoutez, je vous remercie pour cette très belle intervention. Je ne vois pas qu'il y ait des questions et réponses qui soient posées. Ça veut dire que vous avez vraiment déjà répondu peut-être à toutes les questions qu'on puisse se poser. Je sais que pour moi qui travaille à l'Institut français, je pense que nous avons aussi beaucoup à apprendre de votre intervention. Alors, un grand bravo. Je voudrais vous remercier, bien sûr. Je voudrais remercier les participants qui ont écouté votre conférence. Vous étiez une vingtaine, c'est formidable. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que tout le programme de ce colloque
est disponible sur le site et que les conférences ont été enregistrées. Vous pourrez les retrouver, je pense, pendant un mois. D'autre part, vous avez aujourd'hui des conférences toute la journée jusqu'à 18h, heure israélienne, et un discours de clôture à 18h. Et à très bientôt. Et merci encore. Je Au vous revoir. remercie aussi. Au Au revoir. revoir.